sociopolitique qui planche en tout cas sur les questions d'actualité nationale et internationale. Question de vous apporter une certaine lumière pour notre développement. Aujourd'hui, spécialement, nous avons pensé vous emmener dans une grande réflexion qui est au centre des préoccupations des collègues, des grandes réflexions. Il s'agit évidemment de la question qui chauffe la toile aujourd'hui, qui laisse interrogateur les Congolais. Il s'agit donc de 2024, je veux dire l'année de la jeunesse, mais surtout et alors, les accords signés entre le Congo et le Rwanda, qui laissent interrogateur, comme j'ai dit, les Congolais. Et pour ce faire, j'aime toujours aller sur mon plateau des Congolais, les patriotes qui ont la bonne volonté d'éclairer l'opinion sur telle ou telle question. En tout cas ici, une surprise certainement, mais en tout cas, un habitué de ce plateau parce que j'ai eu à le recevoir une fois à Pointe-Noire pendant les élections présidentielles. Il s'agit de M. Brice Itoa, qui chauffe la toile. Il n'est pas étranger. C'est un entrepreneur congolais. Il est conseiller municipal et départemental de la ville de Pointe-Noire. C'est, il faut le dire, l'une des plumes, en tout cas, les plus sûres et les plus lues de la toile. Je veux dire des réseaux sociaux. J'ai dit, il a eu un passage sur Magle Bazar. Aujourd'hui donc, avec lui, aujourd'hui, il va non seulement jouer son rôle, parce qu'il faut dire qu'il est membre du Parti communiste, il va intervenir en tant que penseur libre. Oui, bien sûr, penseur libre, c'est issu de près de la vie nationale. Avec lui donc, nous allons par l'effort de la raison, l'effort de notre expérience, essayer d'aborder ces questions pour un objectif, accuser les Congolais et apporter plus de réponses aux Congolais sur ces différentes questions. Bonjour, M. Kosito. Bonjour, M. Romic. Enfin, toi, en tout cas, d'abord, il faut te dire merci pour ta disponibilité. Et merci surtout parce que je fais seulement pour sortir de la hasard pour des questions sérieuses et complexes. C'est pour ça que je te le reconnais. Alors, d'emblée, il faut dire ta santé. Ben, je me porte relativement bien. Le séjour au hasard. Je passe bien. Merci. Les affaires. Ben, coussi coussa. Merci. Alors, on va dans le vif de notre sujet. Alors, on va passer un regard rapide sur 2024, l'année de la jeunesse. Le président a eu à décréter l'année de la jeunesse. En tout cas, aujourd'hui, il faut dire 12 mois, au moins 4, donc il reste 8 mois. Alors, faut-il croire à l'exécution, en tout cas pour la satisfaction de la jeunesse congolaise vis-à-vis de cette division du chef d'État? Bien. Non, merci pour cette question. Ben, j'aimerais d'emblée dire que le président de la République, en ayant la clairvoyance d'esprit de décréter l'année 2024 comme étant l'année déjà de la jeunesse, d'ailleurs à qui je rends un hommage le plus déférent pour cette noble initiative, il veut par là que le gouvernement, les pouvoirs publics fassent une introspection sur l'épineuse problématique du chômage des jeunes, de l'emploi des jeunes, en essayant de booster tous les mécanismes possibles qui peuvent concourir à créer plus d'emplois. Mais je pense qu'au-delà du seul fait de l'année 2024, mais c'est un processus qui va crescendo, qui ne va pas se limiter à la seule année 2024, mais qui prend ses repères-là dès cette année, en essayant de multiplier des initiatives les plus louables qui vont concourir certainement à l'afflux des capitaux vers le Congo, lesquels capitaux vont contribuer à essayer un peu de booster notre secteur, qu'il soit industriel ou socio-économique, en créant des structures qui, ma foi, vont aider les pouvoirs, donc aider le gouvernement à résoudre cette problématique de l'emploi des jeunes. Effectivement, vous êtes, faut dire, vous êtes jeune, vous êtes au l'emploi des jeunes aussi. Alors vous êtes opérateur économique, je sais que quand vous parlez de la question de l'emploi, elle me préoccupe beaucoup. Est-ce que le Congo a du potentiel aujourd'hui pour susciter l'emploi en jeunes? Bien, le potentiel nous l'avons. Le Congo c'est quand même un pays riche. Nous avons des richesses à foison. Mais il revient à nous de créer des opportunités pour les exploiter, pour essayer de faire de sorte que ces secteurs
qui regorge de la richesse soit exploré et contribue aujourd'hui à la résolution de cette problématique de l'emploi des jeunes. Aujourd'hui, le gouvernement vient de lancer quand même un pas assez important en adoptant une loi sur le partenariat public-privé qui est un levier puissant qui permet aujourd'hui au Congo d'aller à l'extérieur chercher, ou même à l'intérieur, parce que les PPP sont nationaux, sont à l'avantage des nationaux et des partenaires internationaux. En optant pour cette facilité d'investissement, les PPP nous mettent devant un dilemme où nous allons quérir ceux-là qui sont intéressés par la destination Congo en leur vendant nos potentialités et en suscitant d'eux qu'ils s'intéressent au Congo pour que, par cette synergie, une fois que les accords conclus sont bons, et que ces entrepreneurs ou ces investisseurs viennent au Congo et créer de la richesse, et laquelle richesse va contribuer assurément à la création des emplois. Est-ce que vous pensez que les opérateurs économiques congolais, sont prêts à accompagner cette mission? Bien, moi je pense que c'est une invite à ce que tous les Congolais saisissent la balle au bon, surtout pour ceux qui pensent qu'ils peuvent avoir de la ressource pour accompagner cette vision de notre pays, qui consiste à ce que chacun dans sa petite sphère puisse contribuer à stimuler plus ou moins son génie pour que, au profit de notre population, qu'il y ait quand même des opportunités qui s'offrent pour que chacun essaie de prendre son destin en main. Je pense qu'avec un peu d'ingéniosité, un peu de bonne volonté, on peut y arriver. Alors, le président pense jeunesse, parce que pour lui, c'est une préoccupation. Certainement qui connaît bien cette jeunesse, et tu la connais, parce que tu es fils de ce pays. Nous savons qu'il y a pas mal de problèmes entre les jeunes. Et aujourd'hui, celui le plus frappant, c'est la délinquance au milieu juvénile, qui donne l'impression que le jeune n'a pas encore pris conscience de sa condition. Est-ce que vous pensez que le message du jeune est répondant dans ce sens? Bien, mais il y a aussi une fenêtre qui est ouverte avec la création ou la mise sur pied de 2 centres de réinsertion, et il y en aura certainement plus. Ces centres sont déjà la réponse éloquente à ce que le gouvernement a à cœur cette lancinante question de la délinquance juvénile. Je crois savoir que des 2 centres, il doit en avoir un du côté de la Bouinza, donc à Aubéville, et un autre du côté de Makwa, je crois, c'est quelle localité, je crois, voilà, à Makwa, là, à Bokania, oui, voilà. Logiquement, la réponse à cette délinquance, c'est déjà la rétention de ses frères en errance au sein de ces centres qui sont essentiellement dédiés à la formation. Parce qu'en matière de criminologie, je crois que l'une des raisons qui concourent à ce que l'État pose des jalons de lutter contre ce fléau, c'est d'abord, de cerner les causes. Si les causes sont pour l'essentiel dues au chômage des jeunes, le fait déjà de les recueillir ou de les accueillir au sein de ces centres et de leur donner une formation, même si la réponse à cette problématique n'est pas, disons, exhaustive, mais elle est déjà pratiquement un début de solution qui permet à ce que notre exécutif puisse avoir le contrôle de cette jeunesse par le biais, ou cette jeunesse en errance, par le biais de la formation. Et puis voilà, c'est très simple. Et la création de 100 000 emplois. Des 100 000 emplois? Chimérique, vous pensez que c'est pas politique ça? Bon, moi je dirais que non. On dit souvent que rien n'est possible.
Je ne dirais pas qu'en une année, on peut créer 100 000 emplois. Ça, c'est moi, c'est un point de vue qui n'engage que moi. Mais je pense que, en essayant de puiser dans notre intelligence, hein, en essayant de puiser dans ce qui peut être notre fort intérieur, ou en essayant un peu de fouiller dans ce que nous avons comme génie congolais, il faut avoir à l'esprit que hier, il y a eu des industries qui ont fait le fleuron du Congo. Il y a eu des secteurs. Moi, je prends par exemple le cas de l'usine de Kisundi, par exemple. Il y a eu bien d'autres usines qui ont fait la renommée industrielle de... Voilà, il y en avait plein qui ne fonctionnent plus aujourd'hui. Je pense que le gouvernement peut saisir la balle au bon pour dire que bon, nous avons lancé une telle initiative de créer plus d'emplois, mais l'une des voies qui peuvent conduire à matérialiser cette vision exprimée, c'est peut-être d'œuvrer aussi, toujours par les mécanismes qui sont aujourd'hui à portée de main, donc par même des initiatives publiques-privées que nous avons, à chercher des partenaires, qu'ils soient nationaux ou des partenaires internationaux, pour que, que nous essayons de leur donner le répertoire de notre tissu industriel qui a fait la renommée de l'époque, pour que ces usines-là soient réhabilitées. Moi, je crois on ne va pas aller vite en besoin, il faut aller palier par palier, parce que ce n'est pas en une année qu'on va essayer de remettre toutes ces usines-là en fonctionnement. Mais le plus important, c'est déjà de cerner des opportunités qui peuvent contribuer, avec d'autres qui existent déjà certainement, à matérialiser cette vision de créer plus d'emplois. Au-delà du slogan de 100 000 emplois à créer en 2024, je pense que déjà l'initiative, l'intention, elle est bonne, elle est affichée, mais elle va nécessiter que nous puissions essayer un peu de puiser dans notre imagination les ressources nécessaires pour que nous ayons des leviers essentiels pour matérialiser la vision. Je pense pour moi, à mon avis, que c'est un processus qui est crescendo. On le souhaite, tous les gens le souhaitent et la jeunesse. Alors, passons à quelque chose de comme ça. Alors, Monsieur le Président, Monsieur de l'actualité nationale, internationale et même ceux régional aujourd'hui, et surtout national, vous êtes un grand acteur des réseaux sociaux. Je l'ai dit en passant, vous avez une plume dans les réseaux sociaux. Vous réagissez en temps pour temps, c'est votre raison d'être là. Alors, la question des accords, les partenariats signés entre le Congo, la République du Congo et le Rwanda, aujourd'hui, on en parle trop. Ça fait chauffer la toile. Pas un seul jour où vous réveillez, vous visitez la toile. Ça va dans tous les sens. En tout cas, ça va dans tous les sens. À travers les médias chauds, à travers les réseaux sociaux. Lorsque l'accord a été signé, nous savons ce qui a été dit par l'État. Aujourd'hui, ça fuse de partout. Trop d'interprétations. Conséquence, vous n'allez pas me dire non. Les phobies ont été déclenchées au niveau de la population. Les peurs, les craintes, les inquiétudes au niveau des populations. La preuve, il y a déjà des réactions au niveau des populations. Qu'est-ce qu'on ne dit pas de l'avenir de cette pays? Je ne veux pas m'atteler ici à présenter ces accords, mais ce qui est vrai, ça tourne autour de la session d'été. Qu'est-ce que vous entendez sur cette question? D'abord de un, notre coopération, pour qu'elle devienne effective, elle est d'abord la vision d'une personne, qui est le président de la République. Pour ce qui est du cas des accords Congo-Rwanda, ce sont deux chefs d'État qui ont voulu porter notre niveau de coopération, ou le niveau de coopération est incertain, ont voulu hisser notre niveau de coopération en procédant par un certain nombre de partenariats, parce qu'il faut savoir aussi que le Rwanda, avant qu'il ne se prononce pour le développement d'une agriculture d'envergure au Congo, les investisseurs rwandais se sont d'abord portés candidats pour reprendre et exploiter la zone, le complexe industriel de Maluku.
Donc c'est un consortium d'entrepreneurs rwandais. Et ensuite, le Congo ayant manifesté le désir de booster son secteur agricole. Vous savez, au-delà de tout ce qu'on peut dire, on entend pas mal de choses. Il y en a qui relèvent de la pure manipulation. Il faut avoir à l'esprit que, à partir du moment où nous voulons ouvrir notre champ à d'autres capitaux, ce n'est pas mauvais que des entrepreneurs rwandais se prononcent en s'alliant avec des partenaires congolais pour essayer de porter à un certain niveau un secteur qui, ma foi, jusqu'à aujourd'hui, est encore au stade embryonnaire. Parce qu'aujourd'hui, on parle d'agriculture au Congo, oui, c'est vrai. En dehors des apps que l'État essaie de développer, il faut essayer de voir qu'il y a quand même une sorte de frénésie au niveau des capitaux congolais, pour la simple raison que, logiquement, pour essayer de booster ce secteur, il faut quand même avoir des moyens colossaux. Bon, nous savons aujourd'hui la difficulté que nombre de Congolais éprouvent pour obtenir des crédits bancaires. Je crois que la meilleure option, c'est de voir des partenariats se créer et en synergie, opérer pour essayer d'aller un peu plus de devant. Bon, le Rwanda, au-delà de tout ce qu'on peut dire, au-delà de l'image négative que certains essaient de lui coller, le Rwanda est un pays qui a quand même des entrepreneurs, qui disposent des capitaux, mais qui, ma foi, bon, n'ont peut-être pas, sur le plan agricole chez eux, des opportunités peut-être d'aller un peu plus loin. Mais le Congo a des terres à foison qui, malheureusement, ne sont vraiment pas, pour l'instant, exploitées à un niveau optimal. D'où il y a eu, donc, au nombre de ces accords signés, cette possibilité de créer donc, des joint ventures entre les Congolais et les Rwandais pour que, de part et d'autre, qu'il y ait des initiatives qui se créent et qui sont appelées à aller un peu plus en avant. Maintenant, si les Rwandais ont répondu présent en apportant des capitaux pour exploiter nos territoires, donc sur la base donc, des accords de concession, il n'y a pas de raison de se mouvoir. Parce qu'en matière d'affaires, l'argent n'a pas d'odeur. Ce n'est pas parce que les capitaux sont rwandais qu'on va penser que bon, ce seront des légions des Rwandais qui vont quitter le Rwanda pour venir envahir nos territoires. Non. Et puis, les fameuses terres dont on parle, ben, elles sont puisées de la réserve foncière de l'État. L'État a ses réserves foncières. Moi, j'ai suivi l'intervention de M. le Premier ministre. J'ai suivi l'explication du ministre de la Coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé. J'ai suivi la sortie médiatique du chef de file de l'opposition. Mais il y a quand même un argumentaire qui est donné pour essayer de situer l'opinion sur ces affirmations qui viennent comme pour installer la peur de la conscience des Congolais. Il ne s'agit pas d'une portion du territoire qui serait sectionnée et mise à la discussion du Rwanda pour qu'il en fasse ce qu'il en veut. Non. Il s'agit plutôt des terres agricoles qui les sont concédées, mais pour un délai bien prescrit. Monsieur Ito, à ce sujet, commençons à examiner la question. Vous savez bien ce que pensent les Congolais. Alors, c'est même votre raison d'être. Le Congo est un pays à vocation agricole définitive. Ceux qui le nourrissent, ce sont les paysans. Ils ne sont pas subventionnés par l'État et par les banques. Nous n'avons jamais rupture de stock de production traditionnelle, mais qui nous nourrissent. Et chaque fois que l'État fait une tentative, dans le sens de l'agriculture, il échoue. Et comment les se disent? Pourquoi aller loin chercher un partenaire et ne pas utiliser cette force traditionnelle? Deuxièmement, surtout, connaissons l'histoire de ce pays. Le problème, est-ce les terres ou les Rwandais au regard de leur histoire? Je vais vous répondre simplement, M. Romik. Il ne faudra pas que nous soyons amnésiques. Au Congo habitent depuis 1994 des milliers et des milliers de Rwandais, des réfugiés rwandais. Depuis le génocide du Rwanda en 1994, ils sont nombreux. Nombreux.
qui avaient quitté le Rwanda sont venus s'installer au Congo. J'ai une lecture saine. J'ai une lecture saine parce qu'aujourd'hui, au-delà de l'émoi que crée le Rwanda, bon, je sais que c'est essentiellement dû certainement à ce qui se passe à l'est de la RDC, où le Rwanda serait certainement, certaines milices rwandaises seraient aux prises à l'armée donc de la RDC. Ouais, moi je pense que c'est peut-être un peu cette velléité-là qui, par métastase, essaie de gagner une certaine opinion. Où, bon, les réseaux sociaux essaient d'amplifier, donc plus ou moins la reconduction des conséquences de ce qui se passe à l'Est, en voulant installer dans notre conscience comme quoi, aujourd'hui nous coopérons avec le Rwanda, mais voilà ce que le Rwanda est capable de faire demain. Effectivement, c'est un raisonnement que nous écoutons souvent chez les Congolais. Ils se projettent sur la politique rwandaise et tout ce qui va comme problème avec certains voisins. La RDC, ça c'est connu de tous. Là, le président Tshisekedi a échangé avec Macron sur la question. Nous allons le départ des milices rwandaises à l'Est. À côté, il se rappelle encore de ce génocide. Vous venez de démontrer quelque chose, c'est que ici nous avons des Rwandais. Et à côté, on parle souvent de la politique expansionniste. On est nous dans le taper sur la politique des gens, mais voilà ce qui peur les droits. Et il y a d'autres sons de cloche, font croire au complet. Et écoutez, c'est un petit pays qui est plus peuplé que le Congo. Ils ont besoin de terres. Et qu'il y a un agenda caché dans ces accords. Et ce matin, encore, je viens de dire, un internaute, vous savez, les internautes dépassent même notre dimension aujourd'hui comme médiation. Alors, on fait croire, et c'est dit, le Congo avec le Rwanda, ils sont dans un monde dépassement avec l'Angleterre. Donc, nous savons tous qu'il y aura un transfert, peut-être déjà, voilà, des migrants au Rwanda. Le Rwanda, n'ayant pas d'été, va certainement envoyer ces derniers. Et aussi, ça va faire pakistanais, ainsi de suite. Et donc, on dit simplement une politique à la longue des générations et des générations. Le déguerpir des Africains. Alors, en face de tels raisonnements, M. Brice, votre expérience, en face des réactions que nous sommes déjà du côté des Congolais, je pense que ce qui importe, c'est de regarder à ces réactions. Un climat presque d'animosité féminine. Vous avez écouté les réseaux sociaux. Comment faire pour appliquer ça? Bon, moi je dis simplement que ce qui est excessif est insignifiant. Ce qui est excessif est insignifiant. Vous savez, la manipulation politicienne est une action qui consiste à apporter le maximum d'informations fausses pour pouvoir espérer déstabiliser un adversaire. Ce qui colporte de tels ragots, mais j'ai l'impression que ils passent royalement à côté de la plaque. Parce qu'aujourd'hui, c'est assez facile, c'est très facile de dire que, voilà, que l'une des faces ou des faces cachées de ces accords-là, c'est de disposer au Rwanda des terres qui vont construire, qui vont consister à construire des camps de cantonnement. Mais les accords agricoles Congo-Rwanda ne stipulent que le Rwanda a un droit de suite dans notre territoire, où il pourra disposer à choix des espaces pour construire, je ne sais pas, des cantonnements. Il n'est pas dit cela. Ce sont des accords qui leur ont été, ou des avantages qui leur ont été concédés pour un délai donné, uniquement destinés à l'exploitation agricole, qu'elle soit d'envergure, comme il est dit, ou au sens large, c'est simplement cela. Avant les Rwandais, nous avons d'autres communautés qui sont établies au Congo, qui ont profité plus ou moins de ces mêmes avantages. Nous avons des Sud-Africains dans la Bwinza, nous avons des Malaisiens dans la Likwala, nous avons des Namibiens dans la Bwinza, nous avons des Chinois, certainement là dans les confins de la cuvette ouest, et ainsi de suite. Ce sont des mêmes avantages que nous concédons
à nos partenaires extérieurs. On n'a jamais vu les Sud-Africains, par exemple, construire un camp dans la Bouenza. Les accords leur donnent un certain nombre de spécificités qu'ils doivent respecter, mais ils doivent s'y contenter. Les Rwandais qui viennent exploiter nos terres, il leur est fait obligation d'utiliser la main-d'œuvre congolaise. Mais il n'est pas dit que nous avons divisé une partie de notre territoire pour en faire, je ne sais pas, un conglomérat rwandais. Non, il n'est pas dit cela. Et ce matin, c'est pas... Non. Ceux qui colportent cela, ils sont dans une manipulation de l'opinion. Moi, je comprends de la crainte qu'ils ont des Rwandais. Mais les Rwandais ne viendront pas au Congo pour se comporter en héros. Et puis, ce ne sont pas 30 ou 40 investisseurs qui vont venir pour porter un secteur et qui vont être l'objet de déstabilisation de l'État souverain que le Congo. Et en la matière, le Congo, il n'aura des leçons ou des injonctions à recevoir de personne. De personnes, oui. Est-ce que ça arrange les relations avec le pays en face? Moi, je pense que les accords économiques n'ont pas d'enjeu sous-régional. Ce sont des capitaux qui comptent. Nous avons voulu qu'il y ait au cœur de notre action une multiplication d'initiatives, pourvu que ces initiatives-là concourent à porter ou à porter à un certain niveau notre économie. Ceux qui viennent, ils viennent avec des capitaux, ils vont investir pour que le Congo tire des dividendes. Autant que les partenaires rwandais investissent au Congo, autant nous avons aussi des citoyens de l'autre rive, donc de la RDC, qui sont ici en train de gérer certains secteurs qui contribuent à notre essor économique. Bon, je pense aussi qu'il ne faut pas l'oublier que le président Denis Sassou Nguesso est au cœur des acteurs politiques de la sous-région ou même de la région Afrique, qui pensent que quand deux voisins sont en bisbille, il faut contribuer par le dialogue et par la négociation à faire de sorte que qu'il y ait davantage d'interpénétration pour qu'on arrive quand même à une solution. Bon, peu importe le temps que ça prendra, c'est une posture que le Congo adopte, c'est une posture de neutralité. Nous ne sommes pas impliqués, nous ne prenons pas parti pour l'une ou l'autre des parties en conflit, mais nous contribuons en tant que voisins, en tant que pays amis, à faire de sorte que, que la voie du dialogue prime, mais par des biais des mécanismes régionaux, sous-régionaux ou régionaux. Oui, merci bien dans ce sens. Revenons au Brazzaville, le regard du journaliste. Vous l'avez dit dès le départ. Nous avons suivi la sortie du Premier ministre sur la question. Objectif, rectifier l'opinion. Nous avons suivi la sortie du ministre de la Coopération internationale. Une vidéo qui a gagné la tour. Constat. Ça donne l'impression que personne n'alimente cette communication. Je vais vous dire, c'est fou que j'ai voir sur mon plateau. Ça m'étonne pas. Je vais vous dire. Quand le Premier ministre communique à la nation, nous sortons moins de communication, moins de nos plateaux, pas cette plateau sont sollicités à propos pour édifier le gouvernement sur cette question. Le ministre de la Coopération sociale a connu nos ambitions. Ça peut avoir une réponse. Je veux dire, cette population qui réagit, cette population rurale, représentation de notre pays. Quand se déclenche du côté des députés, des parlementaires, c'est eux qui devront faire le décision. Et pourtant, ils font des décisions. Pourquoi ne communiquent-ils pas les ministres, quand le Premier ministre communique à ce sujet? Quelle est la responsabilité des ministres? C'est la responsabilité. Vous voyez que c'est les autres qui communiquent. Et quand il faut dire comme ça, d'une part, parce que nous sommes en politique. Quand il y a un tel souhait, est-ce qu'on peut parler, il n'y a pas de c'est pas faute. Est-ce qu'on peut parler donc? C'est pas un coup bas? Ce ne sont pas des coups bas. Un coup porté à qui?
au système. Non, moi je pense que le Premier ministre a été clair, moi je l'ai suivi. Personnellement. Mais si le Premier ministre a dit, j'invite allons à une élection, même les jeunes qui tournent autour de l'électricité, les aura sur le point. Les députés, les jeunes, n'ont pas communiqué. Je sais pas vu. Et ça interpelle. Mais je savais que si je vous invite, permettez-moi, est-ce que ça c'est... Non, mais ça dépend. Mais ça dépend de la compréhension de la problématique. Ouais. Parce que, bon, le débat est tellement... Il y a tellement de propos de trop. La réponse à cette attitude-là que vous décriez, elle est simple. Parce que lorsqu'on ne trouve pas à dire quelque chose, lorsque nous savons qu'en face s'est déroulé une manipulation, où des gens sont en quête de terreau pour inoculer le mauvais venin, parce que bon, on veut arriver certainement à un but, on procède à cela. Mais il ne revient pas au Parlement de répondre à quelque chose qui est simple, puisque il y a eu à leur niveau une certaine explication. Ils comprennent que ces accords-là sont des attributions révolues à l'exécutif. Mais qu'il ne s'agit pas, comme on dit, d'un morcellement d'une partie de notre territoire qu'on aurait concédé, ou qu'on aurait donné aux Rwandais. C'est pour ça que, bon, c'est un mot qui n'interviennent pas. Bon, les membres du gouvernement, vous me demandez, ce n'est pas à moi de répondre, mais je peux quand même dire que je crois que l'attitude est aussi la réponse à ce que nous savons qu'il soit comme une campagne de trop, une campagne de manipulation de l'opinion. Vous savez, c'est ça. Est-ce que le ministre Denis Christelle ne se sent pas seul dans ce combat aussi? Mais l'affaire, comme je l'ai dit, ce n'est pas une affaire du ministre Denis Christelle. Mais vous suivez la toile. Non, mais justement, quand le ministre Denis Christelle le met au centre de cette affaire, c'est comme si quelque part, on veut dire par là que c'est lui qui allait quérir les Rwandais pour venir les installer au Congo. Il s'agit des accords de coopération qui sont la volonté de deux chefs d'État, comme je l'ai dit. Les chefs d'État dessinent les contours à donner à notre coopération et des ministres, chacun dans sa sphère, sont chargés de matérialiser cette vision. Il ne s'agit pas de prendre cette problématique et la mettre sur le dos du ministre Denis Christelle. Je pense que non. C'est un engagement souverain du Congo, c'est une volonté exprimée par deux chefs d'État et qui se matérialise. Le ministre Denis Christelle, s'il n'a pas fait ses accords en tant que ministre de la coopération, en tant que ministre des PPP, mais il a fait, mais devant, vous avez vu qu'il les a signés en présence des deux chefs d'État. Du côté congolais, par le ministre Denis Christelle, et du côté rwandais, par le ministre des Affaires étrangères. Mais dire que oui, c'est une préoccupation qui le concerne les choses, je pense que non. Merci en tout cas pour les réponses que vous nous donnez. Nous prenons ce qui est dans la rue, en fait, permettez le terme, ce que l'opinion pense, pour avoir une certaine lumière sur ces questions. Et j'ai dit, chers téléspectateurs, en passant, je vous ai ciblé parce que je connais l'épaisseur de votre pensée, permettez-moi, et le regard que vous avez de votre société. Alors, vous savez aussi qu'il y a ce son de cloche qui pense que ces accords cachent, par exemple, un agenda sur la succession. Vous le savez. Et il y a ce débat dans ce pays. Nombreux sont ceux qui ne le disent pas. Qu'on pénètre la toile. Qu'est-ce qui ne se dit pas? Est-ce que ça ne cache pas la succession, monsieur Brice? Dites-moi, monsieur Gilas, depuis quand, pour qu'une politique intérieure se matérialise, on a besoin d'aller prendre une puissance extérieure qui n'est même pas frontalière à notre pays? Ça, c'est de 1. Depuis quand les Rwandais, au-delà ou en dehors de l'épopée de la guerre de l'AFDL, ces mêmes Rwandais-là sont venus au secours de l'AFDL, de Laurent Désiré Kabila. Les supplétifs, je peux dire, c'était des supplétifs rwandais. Ils sont venus au secours des forces de l'AFDL. Depuis quand on a vu le Rwanda venir dans un pays et vouloir imposer un leader? Ça ne se fait pas. Et puis de 2, on parle de la succession. Mais on oublie que nous avons le président de la République qui est encore aux affaires. Voilà.
il tient les manettes. Et C'est lui le qui, mandat est en logiquement, cours. est le centre de tout. Est-ce que lui, il a déjà dit à quiconque qu'il avait l'intention de renoncer et pour laisser le champ ouvert à des possibles successeurs? Il ne l'a jamais dit. Il a dit à quiconque. Encore moins Denis Cristian n'a jamais dit à quelqu'un qu'il se positionnait pour être le rempart au président Denis Sassou Nguesso. Ceux qui le disent, ce sont en réalité des gens qui veulent plus ou moins exacerber ou cristalliser les opinions pour créer un peu d'instabilité. Je pense, à mon avis, que si nous sommes disciplinés, nous devons taire cette rumeur sur la succession. Parce qu'en face, nous avons un leader qui a encore du cran, qui a encore beaucoup à donner à notre pays. Et ma foi, je pense qui a encore besoin que nous l'accompagnions. Donc voilà. Vous pensez que le président ne pouvait pas réfléchir encore sur la succession? Moi, je pense, à mon avis, que c'est une question qui n'est pas à l'ordre du jour, parce qu'il est encore aux affaires, je l'ai dit encore, il a encore de la ressource, et nous avons encore beaucoup à bénéficier de lui. Alors, au regard de tout ce que nous avons abordé, je vous ai renvoyé la fiche en fait de la société congolaise aujourd'hui. Je vous ai renvoyé en fait le mental du Congolais aujourd'hui. Ce que pense le Congolais aujourd'hui, je sais qu'avec votre capacité, vous allez naturellement porter une certaine lumière. C'est ce que vous venez de faire. Monsieur Itoa, si je vous emmène à lire notre société, aux lettres du Congolais aujourd'hui, qu'est-ce que vous direz par rapport à ce que... Non, je comprends l'exaspération du Congolais. Oui. Vous savez, on vit dans une société où nous sommes confrontés à beaucoup de vicissitudes de la vie. C'est vrai que nous avons le lancinant volet social qui nécessite qu'il y ait quand même une réactivité. Et réponse. Le gouvernement du Premier ministre Anatole Koné Makosso essaie de faire de son mieux pour répondre tant soit peu à cette préoccupation, mais ce n'est pas tout. Nous sommes confrontés à une conjoncture qui fait que on y va petit à petit. Mais le gouvernement est conscient aussi, je crois, des enjeux ou des attentes des Congolais. C'est aussi l'occasion d'inviter notre gouvernement à être un peu plus regardant vis-à-vis de ces préoccupations des Congolais qui concernent l'eau, qui concernent l'électricité, la santé. Je crois, à mon avis, que des initiatives que nous allons porter vis-à-vis de notre opinion dépendant aussi de l'assurance de cette population. Mais il n'y a pas de problème. Nous avons un président de la République qui est conscient, puisque chaque fois qu'il intervient, il le dit d'ailleurs, avec des thèmes appropriés, que le gouvernement s'attelle à la tâche pour répondre, tant soit peu, à ces préoccupations qui concernent les Congolais. Oui, M. Brice, vous avez raison. Ces préoccupations, effectivement, nous suivons de près l'exécution de la feuille de route du gouvernement, qui est la volonté, n'est-ce pas, du chef de l'État, de son mariage avec son peuple, n'est-ce pas? À 2 ans de la fin du mandat, nous sentons la volonté, je me permets de vous dire, du Premier ministre, par exemple. Parce que rendre technique la vision de quelqu'un en 12 batailles, c'est pas facile. Quand on pénètre les 12 batailles, c'est clean, c'est technique. Mais à 2 ans de la fin du mandat, de celui qui a fait confiance à ses ministres, mais l'impression que ça donne, c'est qu'on n'accompagne pas le biga parce que les Congolais lui ont fait confiance. Lui fait confiance aux Congolais. Certainement qui vont encore se représenter. Que faut-il dire, malgré votre exhortation, à ceux-là qui doivent faire en sorte que la volonté de l'homme trouve satisfaction en fait? La seule invite, c'est de se mettre au travail. De se mettre au travail. Et ça, j'ai foi que... Est-ce que cela est possible avec cette conjoncture? La conjoncture, c'est vrai, elle est difficile, mais on dit souvent à cœur vaillant, rien d'impossible. Je vois comment le Premier ministre essaie de se battre sur le terrain, en essayant de donner le meilleur de lui. Je vois aussi certaines initiatives qui sont portées ça et là,
je vois l'activisme de certains ministres qui essaient de se dédoubler pour essayer de matérialiser cette volonté du président par le biais de la coopération internationale, par le biais par le biais du ministère, par le truchement du ministère de l'Agriculture, des initiatives qui essaient de se mettre en trame, tout simplement parce que quelque part, il faut bien qu'on aboutisse à une conclusion. Absolument. Bon, je crois à mon avis que malgré certaines vicissitudes, comme je l'ai dit, il faut quand même essayer de croire que, bon, le Premier ministre, de par sa détermination, sur la base des 2 ans restants, il peut peut-être essayer de faire entrevoir quelque chose. Voilà. Alors, peut-être que nous allons commencer déjà à chuter. On va porter un regard sur notre diplomatie. Je sais que l'Afrique bouge. La RDC en crise, nous avons nos problèmes. Le Gabon à peine, changement de régime. Ainsi de suite, ça bouge. Mais l'homme habituellement, lorsque ça bouge un peu, nous voyons le président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso, monter au créneau. Et il est porteur de l'étendard, il faut dire comme ça, de la diplomatie congolaise partout dans le monde. Quelle est la santé de notre diplomatie présente? Est-ce que notre diplomatie est en pleine santé au niveau de la sous-région peut-être? Bon, il ne revenait pas à moi de porter un regard objectif sur le niveau de notre diplomatie. Non, je n'ai pas cette prétention. Tout ce que je peux vous dire, c'est que, bon, nous savons c'est que le Congo a comme ligne sur le plan diplomatique, c'est d'œuvrer pour qu'il y ait une coexistence entre les États membres, qu'il y ait toujours la diplomatie qui puisse prévaloir sur d'autres aspirations. Quand j'essaie un peu de voir le niveau d'engagement de notre président de la République pour la résolution de la crise libyenne, l'engagement de notre président de la République qui a été pendant longtemps médiateur de la crise en Centrafrique, qui a été aussi longtemps facilitateur de la crise politique en RDC. Il a été facilitateur de la crise en Côte d'Ivoire. Il a été longtemps Missi Dominici auprès d'autres États, toujours pour cette quête permanente de la paix. Mais je peux dire à mon avis que globalement, la diplomatie congolaise a quand même essayé de donner le meilleur d'elle afin que la voix du Congo se fasse entendre. Merci beaucoup. En tout cas, une dernière préoccupation. Alors pour boucler la boucle, pour boucler notre émission, comme je l'ai dit tantôt, nous sommes à 2 ans de la fin de l'exécution, de la fin du mandat du chef d'État. Nous avons porté un regard sur les problèmes qui sont les nôtres, peut-être les plus chauffants. Et nous avons examiné l'attitude des Congolais, ainsi de suite. Alors aujourd'hui, vous êtes Congolais, un grand internaute, un porte-voix aussi, vous venez de le démontrer. Que pouvez-vous dire à l'opinion congolaise qui nous suivent présentement? Mais moi je dirais à l'opinion congolaise de ne pas céder à la manipulation. Parce qu'aujourd'hui, que les gens se souviennent que sur notre territoire vivent les Rwandais. Depuis 1994, ils étaient des milliers et des milliers. Oui, ils y sont encore. Qu'au-delà de ce que nous pouvons d'ailleurs condamner comme agression de certains supplétifs rwandais ou de certaines milices qui mettent en mal la stabilité de la RDC ou mais ce n'est pas pour autant que nous devons faire une juxtaposition de ce qui se passe de l'autre côté à ce qui peut, comme disent certains, à la longue se prévaloir chez nous. Je pense que ce n'est pas le même contexte. La coopération qui est la nôtre, c'est une coopération économique. Elle obéit à une certaine logique.
Mais la tentative qui consiste à vouloir inoculer de la tête de l'opinion ou à distiller un message de peur, d'un avenir sombre, parce que bon, le Congo aurait conclu par le biais de la diplomatie économique des accords de partenariat avec des partenaires rwandais. Je pense que cette euphorie n'a pas sa raison d'être. Et qu'on le veuille ou non, le Rwanda n'est pas un État pestiféré sur la scène internationale. Au-delà de tout ce qui peut se passer, nous pensons que le Congo est une terre hospitalière. Le Congo a opté pour la non-ingérence dans les affaires intérieures des États. Le Congo privilégie la diplomatie au moyen du dialogue comme seul moyen de résolution des conflits. Et je pense à mon avis que la campagne de dénigrement de notre coopération avec le Rwanda actuellement, sous cet angle-là, tel qu'on est en train de nous le dire, moi, je pense à mon avis qu'il n'en est rien de cela. Il n'est pas mentionné quelque part que les Rwandais vont aller prendre les immigrés, les refoulés de la Grande-Bretagne pour venir les installer chez nous au Congo. Il n'y a pas une clause qui stipule cela, qu'il n'est pas question qu'il y ait, en dehors des accords agricoles, il n'est pas donné possibilité aux Rwandais de faire quoi que ce soit, d'entreprendre quoi que ce soit. Le Congo est un État souverain, et ça, ce n'est pas le président Denis Sassou Nguesso qui s'est toujours battu pour que notre pays ait une certaine stature d'un État de paix, et qui va être celui-là qui va faciliter l'implantation de bases arrière de déstabilisation de notre État. Moi, je crois que c'est quelque chose de trop. Ça n'honore pas aussi ceux qui sont au cœur de cette campagne de dénigrement. Voilà ce que je tenais à vous dire. Récite-toi, en tout cas entrepreneur, conseiller municipal et départemental de la ville de Pointe-Noire, membre du Parti congolais du travail, l'une des grosses plumes de la toile. Je viens de le tester avec vous ici. En tout cas, c'est avec lui que c'était mon invité, je veux dire. Il était question pour nous deux, surtout lui, d'apporter sa lumière sur ces questions qui sont autour de tout l'intérêt des Congolais aujourd'hui. Il vient de faire preuve de sa réflexion et sa raison sur la question. J'incite d'autres, voire passer sur ce plateau, sur la question. Alors donc, chers téléspectateurs, voilà qui a été de notre échange. Je parie bien que lorsque échange il y a, c'est pour donner matière à la société. Et lorsqu'on donne matière, c'est par cette pédagogie, c'est pour édifier l'opinion. Qui pense contrairement saisit le plateau pour édifier l'opinion. Et j'invite à tous les patriotes de faire preuve de cette conscience, parce qu'à 2 ans de la fin du mandat, tous nous avons intérêt à apaiser en tout cas l'opinion. Voilà qui est du souci, en tout cas du 4e pouvoir au Congo-Brazzaville. Et tout le plaisir était à moi. Merci. Bonne rentrée chez vous à Pointe-Noire. Merci.